Les exercices abordés en magnétisme sont la détermination du vecteur force de Lorentz et l'orientation du champ, un exercice de spire, un exercice de solénoïde et un exercice de fil infini. Nous allons maintenant passer à la partie de l'électromagnétisme. Considérons deux particules de charge positive Q1 et Q2 en des points P1 et P2 de l'espace et de vitesse respective 1 et 2, comme illustré sur la partie gauche du schéma ci-dessous. En considérant les vecteurs A, B, C et D situés à droite du schéma, concernant les champs et les forces magnétiques créés par ces deux particules. Correction de l'exercice. On va déterminer le champ de 1 et le champ de B. Pour cela, je vais d'abord vous montrer comment on détermine les représentations des champs. Donc, je vous ai pris l'exemple d'une cible avec une fléchette plantée dedans. Si l'on met son œil à ce niveau-là de la flèche, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir le dos de la flèche. Donc la flèche et son dos, ce que j'appelle son dos. La partie ici, qui forme une croix. Donc ça veut dire que quand on a ce symbole, la flèche, elle part en face de nous. Donc elle va vers l'écran, ou là dans le cas présent vers la cible. Si on place notre œil de ce côté-là de la cible, donc là où est plantée la flèche, en revanche, on voit le point de la flèche. Le point de la flèche et là le cylindre. Donc la pointe de la flèche et son cylindre. Ça veut dire que là, le champ se rapproche de nous. Tout du moins que la fléchette vient vers notre œil. Donc quand on a ça, c'est que ça se rapproche de nous. Quand on a ça, c'est que ça part. Donc là, je vous ai montré ma main droite. Donc pour déterminer le champ, on prend notre pouce et notre pouce sera la vitesse. Notre index, lui, sera la direction et notre majeur sera le champ. Bien sûr, là, notre main est mal configurée puisqu'il faudra faire une forme trigonale. Pour déterminer B1 et B2, donc on va d'abord déterminer la valeur de B1. Donc pour déterminer B1, je place ma main sur la particule, comme ceci. Mon pouce est la vitesse. Donc mon pouce se met vers la vitesse. Avec mon index, je pointe la direction. Donc là, la direction de la particule 2, car le champ est émis par la charge Q1 sur la particule 2. Et donc, nous voyons bien que mon majeur pointe vers nous. Donc, B1 est représenté de cette façon. Je place B1 à côté de B2, on le verra plus tard pourquoi. Maintenant, je place ma main sur la charge 2. Mon pouce sur la vitesse, mon index désigne la charge Q1, et nous voyons que mon majeur monte également vers nous.
mon majeur pointe vers nous. Donc, est représenté comme le vecteur B1. On met le vecteur B2 à côté de la particule 1. Vous verrez pourquoi. Donc A et B. Le vecteur A correspond à la direction et au sens du champ magnétique B2 créé par la particule Q2 au point 1. Cela est vrai, comme nous l'avons vu. Le vecteur B correspond à la direction et au champ, c'est faux, on l'a déterminé. Le vecteur A correspond au sens et à la direction du champ magnétique B1 créé par la particule Q1 au point P2. On a bien vu que c'était vrai. Donc les items justes étaient A et C. Maintenant, pour déterminer les forces de Lorentz, notre configuration de la main droite change. Je précise qu'il est important que ce soit la main droite. Donc pour mes amis gauchers, la main gauche ne fonctionne pas, ça inverse. Donc prenez bien votre main droite. Pour les forces de Lorentz, le pouce déterminera la force, notre index déterminera la vitesse cette fois, et notre majeur reste le champ. La force de Lorentz s'appliquant à la charge 1 sur la charge 2, sur la particule 2. Donc, ça finit par 2. On se place sur la particule 2. C'est important. 2, donc sur la particule 2. On utilise le champ 1. Donc, le champ 1, dans cet exercice, c'est simple, les deux champs étaient équivalents. Donc, on ne peut pas se tromper. Notre index suit la vitesse. Notre pouce représente la force de Lorentz, donc appliquée par la particule 1 sur la particule 2. Donc la force de Lorentz est représentée ainsi. Pour la force de Lorentz de 2 sur 1, on place donc à la particule 2, on utilise le champ numéro 2. Mon index suit la vitesse, le champ lui monte, donc mon pouce est dans cette direction. La force de Lorentz de la particule 2 sur la particule 1 est représentée ainsi. En reprenant les items, nous voyons que l'item D et l'item E est juste. Exercice 2. Considérons deux particules de charge positive Q1 et Q2 situant des points P1 et P2 de l'espace et de vitesse respectives V1 et V2 comme illustré sur la partie gauche du schéma ci-dessous. Donc cette fois, je vous demande de trouver le champ 1, le champ 2, la force de Lorentz s'appliquant de la particule 1 sur la particule 2 et la force de Lorentz s'appliquant de la particule 2 sur la particule 1.
Correction. On va d'abord chercher P2. Donc je rappelle, vitesse et le pouce, direction l'index, le champ, le majeur. Je place ma main sur la particule 2, mon pouce sur la vitesse, mon index vers la particule. On voit bien que cette fois, ça ne marche pas. Mon index ne part pas vers la particule qui est là. Donc on retourne sa main. Donc, pour cela, voilà. On retourne sa main. Donc mon pouce vers la vitesse, mon index vers la particule. Je suis pas très souple de la main, donc c'est pour ça que ça fonctionne pas trop. Enfin, c'est pas super vers la particule, mais on voit bien que ça pointe vers la particule. Et là, par contre, mon majeur, lui, il pointe vers l'écran. Mon majeur vers l'écran ou vers la feuille. Donc le champ numéro 2 est sous cette forme. Il part vers l'écran. Je le place à côté de la particule 1 pour qu'on puisse déterminer les forces de Lorentz. Maintenant, on va déterminer B1. Donc B1, c'est simple, c'est comme sur l'exercice d'avant. Mon pouce, la vitesse, mon index, la direction, mon majeur monte. B1 monte. Je le place à côté de la particule 2 pour les forces de Lorentz à nouveau. Donc maintenant, on va trouver la force de Lorentz de la particule 1 sur la particule 2. Donc je vous ai remis le schéma de la main droite, force de Lorentz, le pouce, la vitesse, l'index, le champ, le majeur. Donc mon index sur la vitesse, suit la vitesse, mon majeur lui monte. Je précise que du coup on utilise bien le champ 1 sur la particule 2 pour la force de Lorentz de la particule 1 sur la particule 2. Donc ma force de Lorentz de ma particule 1 sur la particule 2 suit ce vecteur. Maintenant, pour la particule du dessus, on retourne notre main, notre index suit la vitesse, mon majeur, lui, il part bien, donc il suit bien le schéma qu'on avait trouvé du champ de la particule 2, et lui, mon pouce, part sur la droite. Donc les vecteurs de la force de Lorentz de la particule 2 s'exerçant sur la particule 1 suit ce schéma. Les réponses à trouver étaient celles-ci. Exercice 3. Considérons un dipôle magnétique constitué d'une spire circulaire de rayon 25 cm parcouru par un courant permanent d'intensité I est égal à 35 A, plongé dans un champ magnétique B constant dont la norme est de 5 Tesla et dont la direction est définie parallèle à un rayon de la spire comme illustré ci-dessous. Concernant la spire, l'énergie potentielle d'interaction du dipôle est de 6,87 joules. L'énergie potentielle d'interaction du dipôle est de moins 6,87 joules. L'énergie potentielle d'interaction du dipôle est nulle. Le système est stable. Le système est instable.
Correction. On place ma main de notre sorte, comme ça. Je vous l'ai mis en transparent. Vous voyez que mes doigts, ici, ils suivent l'intensité. C'est ce que l'on doit faire. On doit placer sa main de sorte que les doigts suivent l'intensité. Là, mes premières phalanges. Là, mes dernières phalanges. On suit bien le courant de l'intensité. On détermine mu en plaçant sa main avec le bout des doigts dans le sens de l'intensité. Donc mu, c'est mon pouce. Et là, on voit que mon pouce, du coup, il vient vers nous. Notre pouce vient vers nous. Mu est le moment magnétique de la spire. Lorsque mu, le moment magnétique, est perpendiculaire avec le champ, alors l'énergie potentielle est nulle. Je vous ai mis un résumé. L'énergie potentielle est un scalaire. Donc produit scalaire cosinus. L'énergie potentielle reflète la stabilité du système. Un système est stable lorsque l'énergie potentielle est minimale. Le système est instable lorsque l'énergie potentielle est maximale. L'énergie potentielle est déterminée par moins mu fois le champ minimum. C'est un système stable lorsque mu et le champ sont orientés dans le même sens. L'énergie potentielle est nulle, donc c'est le système intermédiaire. Le système est instable lorsque mu et le champ sont perpendiculaires. Donc cos plus ou moins divisé par 2 est égal à 0. L'énergie potentielle, donc plus mu fois le champ est maximum, c'est un système instable lorsque mu et le champ sont orientés de manière opposée. Donc dans le cas d'avant, on a vu que le système du coup était instable parce que mu était perpendiculaire à notre champ. Donc les réponses justes étaient l'énergie potentielle d'interaction de dipôle est nulle et le système est instable. Exercice 4. Considérons un dipôle magnétique constitué d'une spire circulaire de diamètre 36 cm et parcouru par un courant permanent d'intensité I est égal à 4,95 A, plongé dans un champ magnétique B constant dans la norme est de 2 Tesla, et dont la direction est définie perpendiculaire à un rayon de la spire comme illustré ci-dessous. Concernant la spire, l'énergie potentielle d'interaction magnétique du dipôle vaut moins 1 joule, l'énergie potentielle d'interaction magnétique du dipôle vaut moins 4 joules, l'énergie potentielle d'interaction magnétique du dipôle vaut 1 joule, le système formé par le champ magnétique et le dipôle est stable, le système formé par le champ magnétique et le dipôle est instable. Correction de l'exercice 4. Donc on reprend, on voit bien que notre champ magnétique, cette fois, pointe vers nous. Donc on va définir mu, le moment magnétique de la spire, à l'aide de la main. Donc c'est comme dans le cas de l'exercice d'avant. On place nos doigts dans le sens de I. Donc le moment magnétique est représenté par mon pouce. Il est parallèle au champ magnétique, il vient vers moi. On voit qu'il est parallèle au champ magnétique B.
Je rappelle avec le petit rappel de cours d'avant que moins mu fois le champ magnétique est un système stable lorsque mu et le champ magnétique sont orientés dans le même sens, ce qui est le cas présent. Du coup, on doit calculer cette fois mu. Mu est représenté par ISN avec I l'intensité, S la section. Donc I est dans l'énoncé, 4,95 ampères, la section pi r carré. Comme dans les exercices précédents où j'avais dit que c'était la surface, je m'étais trompé, c'est la section. Et ça en mètres. Donc mu est égal à 5 pi 36 sur 2, car dans l'énoncé on nous donne un diamètre, donc on passe en rayon, fois 10-2 cm, donc on passe en mètres, au carré, égal à 0,5. L'énergie potentielle, elle est égale à moins mu fois le champ, donc moins 0,5 fois 2, moins 1. La bonne réponse était alors l'item A et l'item D. Exercice 5. Soit un solénoïde constitué de l'enroulement d'un fil de cuivre où un courant d'intensité I entre à gauche et sort à droite, comme sur le schéma ci-dessous. En considérant les vecteurs A, B, C, D situés à droite du schéma, quel vecteur correspond à la direction et au sens du champ magnétique créé par le solénoïde ? Exercice 6. On considère deux fils conducteurs rectilignes infinis et parcourus par un courant d'intensité I de même sens. Les deux fils sont séparés par une distance de 2A comme décrit dans le schéma ci-dessous. Je vous demande de donner la direction du champ magnétique total au point C, donner la direction du champ magnétique B1 créé par le fil 1 au point O, donner la direction du champ magnétique B2 créé par le fil 2 au point O. Quelle est la direction de la force de la place de 2 sur 1 exercée par le fil 2 s'appliquant au fil 1 ?
Correction de l'exercice 6. Donc, on va d'abord répondre à la première question, donner la direction du champ magnétique total au point C. Donc pour cela, on se rappelle que la main droite, la vitesse, le pouce, la direction, l'index, le champ, le majeur, pour déterminer le champ. Donc là, cette fois, on remplace la vitesse par l'intensité du fil. Donc mon pouce, la vitesse qu'on remplace par l'intensité du fil 1 vers le haut. Mon index fixe ce que l'on veut, donc ici le point C. Donc mon majeur, lui, le champ part vers l'écran ou vers la feuille. Même chose pour le fil 2, parce que l'on cherche le champ magnétique total, donc des deux fils s'imposant au point C. Mon pouce monte, l'intensité. Mon index regarde vers la particule C, donc lui, mon majeur, part vers l'écran également. Donc, la direction du champ magnétique total est représentée ainsi. Il part vers l'écran. On va maintenant déterminer le champ magnétique B1 et le champ magnétique B2. Donc, on se situe au point O. Donc là, mon index toujours vers le haut, il prend l'intensité. Mon pouce toujours vers le haut, fixe l'intensité. Mon index vers ce qui nous intéresse, ici le point O, c'est ce que l'on demande. Mon majeur, lui, part vers l'écran. Donc, on peut mettre ici. A l'inverse, pour le champ magnétique B2 créé par le fil 2 au point O, mon pouce monte, il suit l'intensité. Mon index fixe le point O, c'est ce qui nous intéresse. Donc notre majeur, cette fois, vient vers nous. Donc il est représenté ainsi, il vient vers nous. On va maintenant répondre à la question 4. Quelle est la direction de la force de Laplace exercée par le fil 2 sur le fil 1? Donc on va bien déjà déterminer du coup le champ 2. Car je vous le rappelle, quand on détermine les forces de Laplace ou de Lorentz de la particule 2 sur la particule 1, on utilise bien le champ de la particule 2 et on se fixe à la particule 1. Donc là, on cherche le champ. Donc le champ, on l'a calculé juste avant, il vient vers nous. Et ce champ, du coup, on le met à côté du fil 1, car on l'applique sur le fil 1. Cette fois, même configuration que pour Lorentz, on remplace la vitesse par l'intensité. Donc c'est mon index qui suit le fil. Mon majeur, lui, reste le champ. Donc le champ vient vers nous. Donc la force de Laplace exercée par le fil 2 sur le fil 1 est représentée par mon pouce ici. Je vous ai mis le rappel ici. Et donc, il suit ce schéma. Donc la force de Laplace de la particule 2, enfin du fil 2 s'exerçant sur le fil 1 est déterminée par ce vecteur vers la droite. Je vous mets donc un récapitulatif de toutes les réponses.